bientôt des téléphones intelligents made in Rwanda sur le marché de la téléphonie mobile en Afrique. Le Rwanda, pays pauvre et assisté il y a 25 ans, après le génocide de 1994, s'est radicalement transformé. Le pays de Paul Kagame est devenu l'une des économies les plus dynamiques du continent africain, un modèle de redéveloppement pour l'Afrique. Après la toute première usine d'assemblage de véhicules du constructeur allemand Volkswagen, qui crée 100 emplois directs, 20 000 sont annoncés avec la société technologique panafricaine Marathon de l'investisseur rwandais Ashish Takar. Ces smartphones made in Rwanda seront les tout premiers appareils à utiliser Android Oreo, un système d'exploitation optimisé pour des applications comme YouTube Go, Facebook Lite et Twitter Lite, créés pour le marché africain. Vous êtes dans les bienvenus à cette nouvelle édition d'Economy First sur Frika TV, chers téléspectateurs. Et pour débattre donc sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir mon invité, M. Simon Yefou. Bonjour, M. Simon. Bonjour, Suzanne, et merci de m'avoir invité sur votre plateau d'Economy First. Je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs et surtout à tous les panafricanistes qui nous regardent aujourd'hui. Bonjour également à tous les techniciens grâce auxquels nous sommes écoutés et regardés à travers les 4 points cardinaux. Alors, sans plus tarder, Monsieur Simon Yefou, dites-nous quel commentaire vous inspire cette bonne nouvelle pour les Africains. Suzanne, je ne peux être que très fier de cette bonne nouvelle, d'entendre qu'un pays africain, et pas n'importe lequel, le Rwanda, va devenir producteur des téléphones intelligents. Et je suis d'autant plus fier que ce pays, qu'on peut même qualifier de micro-État, parce que je vous rappelle que le Rwanda n'a que 26 000 km². Ce pays vient de loin, puisque quand le général président Paul Kagame arrive au pouvoir en juillet 1994, au terme du génocide contre les Tutsis et les Hutus modérés, on peut dire que le Rwanda était à terre et que la situation était nulle, pour ne pas dire négative. Cela veut dire qu'il est parti de zéro, et même de moins que zéro, pour bâtir l'économie rwandaise, là, ici, au niveau où elle est actuellement. Et pour y parvenir, le général président Paul Kagame a lutté d'abord contre ce qu'on appelle l'ethnicisme, parce que c'est ça qui a plongé le Rwanda dans une situation très difficile, et cela à partir de son accession à l'indépendance. Je rappelle aux téléspectateurs que cet ethnicisme avait été instauré par les colonisateurs, d'abord allemands puis belges au Rwanda, puisque le Rwanda est habité par essentiellement trois groupes ethniques, les Hutus qui sont très majoritaires et 2 groupes minoritaires qui sont les Tutsis et les Pygmées, les Twa. Et pendant la colonisation, les Allemands puis les Belges ont commencé à classer ces groupes-là de manière ethnique, alors que ces populations vivaient en bonne entente pendant la colonisation, avant la colonisation, et leur différence était juste économique, parce que les Hutus, ce sont des agriculteurs, les Tutsis, des éleveurs, et les Pygmées, des cueilleurs et des chasseurs. Mais quand les colons arrivent, ils disent que les Tutsis sont supérieurs aux 2 autres groupes et s'appuient donc sur eux pour dominer les 2 autres groupes. Et cette situation a prévalu jusqu'à la veille de l'indépendance. Mais il y a eu un virage à 180 degrés au moment de l'indépendance, car les Belges qui étaient là comme colons, pour punir les Tutsis d'avoir osé revendiquer l'indépendance, les ont privés de l'accession à l'indépendance et ont plutôt fait confiance aux Hutus majoritaires. Et les élections organisées à la veille de l'indépendance ont donc été remportées par les Hutus,
qui se sont maintenant vengés quelque peu sur les Tutsis, commençant des véritables pogroms, c'est-à-dire des massacres à grande échelle. Et c'est au cours de ces massacres que la famille du jeune Paul Kagame, je vous rappelle qu'à l'époque, Paul Kagame était âgé de 4 ans, a fui dans le Rwanda pour se réfugier en Ouganda. Donc Paul Kagame a vécu pratiquement toute son enfance, son adolescence dans les camps de réfugiés rwandais situés en Ouganda. C'est là-bas qu'il a fait ses études primaires, secondaires, avant d'aller faire sa formation militaire dans le Kansas aux États-Unis. Et ces réfugiés Tutsis rwandais installés en Ouganda, à un moment donné, ils ont exprimé le besoin de rentrer chez eux dans leur pays, mais le pouvoir Hutu sur place les empêchait de revenir. C'est pour cela qu'ils ont décidé maintenant d'utiliser la force, puisque ces Tutsis basés en Ouganda ont créé à la fin des années 80 le Front patriotique rwandais qui a donc attaqué le Rwanda à partir du 1er octobre 1990 pour faciliter le retour de ces réfugiés, déclenchant ainsi la guerre civile qui a donc culminé en 1994 par le génocide perpétré par des extrémistes Hutus contre les Tutsis qui ont été décimés, pratiquement décimés, parce que pendant les 3 mois qu'a duré le génocide entre avril et juillet 1994, il y avait 10 000 morts par jour, et cela pendant 3 mois, d'où les 1 million de Tutsis et de Hutus modérés qui ont été massacrés. Donc, pendant cette période de génocide, le général Paul Kagame profite dans la guerre civile pour prendre le pouvoir à Kigali et mettre ainsi fin au génocide. Et quand il arrive donc au pouvoir en juillet 1994, le Rwanda est exsangue parce que les Hutus responsables du génocide ont fui au Congo en portant tout ce qu'ils pouvaient porter, en vidant les banques, en détruisant tout ce qu'ils ne pouvaient pas porter. Ça veut dire que le président Kagame prend le pays, il était pratiquement à terre. Il a donc décidé de bâtir un nouveau Rwanda sur des bases nouvelles et en mettant un peu d'ordre dans ce pays, et surtout la lutte contre l'ethnicisme. Je vous rappelle qu'avant que le FPR ne prenne le pouvoir avec le général Paul Kagame, l'armée rwandaise était presque entièrement composée des Hutus. Maintenant, le président Paul Kagame, c'est-à-dire fait un savant dosage de l'armée qui est composée majoritairement des Hutus et minoritairement des Tutsis, c'est-à-dire conformément à la composition ethnique, c'est-à-dire le nombre d'habitants de ce pays. Et le gouvernement même du Rwanda qui a été mis en place après qu'ils prennent le pouvoir, et les différents gouvernements successifs qui ont géré ce pays depuis 1994 sont majoritairement composés de Hutus et minoritairement composés de Tutsis. Et également, le président Paul Kagame a décidé de faire confiance aux femmes parce que dans son gouvernement, la majorité des membres du gouvernement sont des femmes, la majorité des députés sont des femmes. Bon, puisqu'on estime que les femmes sont mieux, c'est-à-dire gèrent mieux que les hommes, on peut dire que c'est une chance pour le Rwanda. Donc, je dis une chance parce qu'il y a aussi des pays où on a fait confiance aux femmes qui sont révélées plus voleuses même que des hommes. Mais au Rwanda, elles ne le font pas. C'est pour cela que c'est l'un des pays les mieux gérés d'Afrique. Et même, on dit que c'est le 7e pays le mieux géré du monde parce que la corruption n'existe presque pas ou bien est limitée au strict minimum. Et c'est dans l'ordre que les Rwandais, c'est-à-dire dans un véritable ordre que les Rwandais sont gérés par le général président Kagame, qui se fait toujours entourer, c'est-à-dire son premier ministre, dont lui-même le général Kagame est Tutsi, mais son premier ministre est toujours un Hutu et son gouvernement majoritairement composé de Hutus. Donc, ce savant dosage ethnique a permis au Rwanda de décoller pour être le pays le mieux géré d'Afrique et l'un des pays les mieux gérés du monde jusqu'à présent. Donc, je ne suis pas surpris de cette performance pour que le Rwanda devienne le premier pays producteur de smartphones sur le continent africain.
Justement, parlant de Paul Kagame, n'est-il pas en train de faire du Rwanda un modèle de développement économique en Afrique? Justement, Suzanne, comme je viens de le dire, le général président Paul Kagame a fait du Rwanda un véritable modèle de développement pour le continent africain parce qu'il s'est rendu compte que le grand mal qui ronge ce continent et qui l'empêche de décoller sur le plan économique est la mauvaise gouvernance. Et comme le Rwanda, comme il a instauré la bonne gouvernance absolue dans ce pays, il était hors de question que rien ne puisse marcher. Et pour y parvenir, il a décidé de mettre les Rwandais au travail, Suzanne. Et lui-même montre l'exemple. Vous avez dû peut-être voir dans des vidéos qui circulent sur Internet, le président Paul Kagame lui-même avait une pelle en train de travailler avec les Rwandais. Ça veut dire que lui-même prêche par l'exemple. Et également, il a mis un accent particulier sur l'éducation. Sur l'éducation, c'est-à-dire la formation à partir de la base jusqu'à l'université. Il a mis l'accent sur la santé et aussi accompagné par son épouse Jeannette, qui l'aide efficacement dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la lutte contre la pauvreté également, pour faire du Rwanda un véritable pôle de développement régional. Et aussi, il a mis l'accent sur le développement des services, parce que les services occupent près de 52%, 52 à 53% c'est-à-dire de l'économie, c'est-à-dire le secteur tertiaire est largement majoritaire, contrairement aux autres pays africains où c'est l'agriculture qui est la principale source de revenus. Au Rwanda, ce sont les services. Il a transformé le Rwanda en un pôle de développement des services dans la région des Grands Lacs. Vous entendez, avant qu'on ne parle des smartphones ou bien des voitures montées au Rwanda, vous entendez parler de la compagnie Rwandair, qui est l'une des plus grandes compagnies aériennes du continent africain, c'est-à-dire issue de ce tout petit pays. J'ai dit que le Rwanda, c'est 26 000 km² seulement, mais un pays qui veut montrer l'exemple, être géré comme le grand pays, parce que pour mieux gérer un pays, il faut de l'ordre. Et le général président Paul Kagame a mis de l'ordre dans ce pays. Sa capitale, la capitale du Rwanda, Kigali, est qualifiée de ville la plus propre du continent africain. Vous voyez, au Rwanda, les routes sont systématiquement goudronnées. Vous voyez, et vous savez que les infrastructures de communication sont un élément essentiel pour impulser le développement économique d'un pays. Donc, les routes au Rwanda sont asphaltées, systématiquement goudronnées. Sa capitale propre, les Rwandais sont mis au travail. Il y a la santé, ils ont la santé, le secteur de la santé est très développé, le secteur de l'éducation, l'informatique dès l'école primaire est systématique. Et aussi, il y a un autre élément, quand le président Paul Kagame prend le pouvoir en 1994, le Rwanda était francophone. Il a décidé d'abandonner le français pour adopter l'anglais. C'est-à-dire c'est l'anglais qui est la langue de base de l'éducation au Rwanda actuellement. Peut-être à partir de ses propres origines, parce que quand il était en Ouganda, l'Ouganda est un pays anglophone. Il se dit que peut-être les pays anglophones sont mieux gérés, ou bien quand vous avez l'anglais comme langue officielle, vous avez une plus grande ouverture dans le monde par rapport aux autres. Et aussi, il y a un autre élément, le Rwanda a sa propre monnaie, bon, le franc rwandais, qui n'est pas par rapport aux autres pays. Il y a le scandale du franc CFA qui est comme une monnaie de sous-développement. Le Rwanda a sa propre monnaie. Il a réussi à imposer cette monnaie dans les échanges internationaux. Donc, c'est compte tenu de tout cela que, Suzanne, le Rwanda, le général Paul Kagame, a essayé de mettre en place un système économique, social, culturel qui fait du Rwanda un véritable modèle de développement pour le continent africain, un modèle que les autres pays devraient copier pour aller dans la même direction.
Plus de 20 000 emplois dans un pays de 15 millions d'habitants qui ont toujours vécu sous assistance alimentaire. C'est donc un acte à saluer. Effectivement, c'est un acte à saluer parce que bon, on estime, on a déjà dit que le fait, le montage des véhicules de Volkswagen créait un millier d'emplois. Il y aura 20 000 emplois avec le montage, bien la fabrication des smartphones sur le continent, c'est-à-dire au Rwanda. C'est une très bonne chose, surtout que j'ai parlé tout à l'heure de la superficie du Rwanda, 26 000 km². Le Rwanda est peuplé entre 12 et 15 millions d'habitants. Ça fait une densité de 450-500 habitants au kilomètre carré. Donc, le taux de fécondité est très élevé au Rwanda, une moyenne de 5 enfants par femme. C'est très, très pénible sur le plan économique parce que si l'économie du pays n'est pas forte, tous les efforts que vous allez faire seront constamment noyés par un taux de croissance démographique largement excédentaire. Mais heureusement pour le Rwanda, avec les mesures mises en place par le général président Paul Kagame, il y a un taux de croissance qui oscille entre 7 et 8% par an. Avec un taux de croissance économique de 7 et 8% par an, ça fait que des créations, il y a beaucoup de créations d'emplois qui peuvent à la longue résorber cet excédent démographique du Rwanda. Et ce ne sera que le début, parce qu'on dit 20 000 emplois et peut-être des emplois, des sous-traitants qui vont aussi multiplier d'autres emplois. Donc, c'est une très bonne chose pour le Rwanda parce qu'avec un taux de croissance économique de 7-8%, ce taux de croissance économique peut supporter le taux de croissance démographique de ce pays. Et également, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, cet excédent démographique a été l'une des causes de l'expansionnisme, on peut le dire, du Rwanda vis-à-vis des pays voisins, notamment de la République démocratique du Congo. Bon, encore que sur le plan historique, parce que quand je remontais dans l'histoire tout à l'heure, il y a un élément que je n'ai pas évoqué, c'est-à-dire le découpage colonial perpétré à Berlin en février 1885 à l'issue de la deuxième conférence de Berlin. Le Rwanda n'a pas, c'est-à-dire le tracé des frontières du Rwanda n'a pas respecté l'installation de la population rwandaise sur le territoire d'alors. Parce que actuellement, il y a des Tutsis et il y a des populations rwandaises, c'est-à-dire Hutu, Tutsi, en République démocratique du Congo, en Tanzanie, en Ouganda. Ça veut dire que le Rwanda devait être plus vaste que ce qu'il est actuellement. Mais comme c'est le roi des Belges qui dictait tout à la conférence de Berlin, il avait réduit le Rwanda au strict minimum et des populations qui devraient être normalement actuellement au Rwanda sont retrouvées notamment en République démocratique du Congo. C'est pour cela que quand le général Paul Kagame prend le pouvoir, et il a profité d'un argument de poids parce que les génocidaires Hutus qui ont perpétré le génocide de 1 million de morts ont fui le Rwanda pour se cacher en République démocratique du Congo qu'on appelait alors le Zaïre. Et le général président Paul Kagame a donc eu un prétexte pour résoudre à la fois un problème économique et un problème démographique. Le problème économique, parce que le Rwanda n'a pas beaucoup de matières premières, n'a pas beaucoup de ressources minières, mais il y en a à gogo en République démocratique du Congo qu'on appelle un véritable scandale géologique. Et donc, le Rwanda a donc profité de cette occasion pour exploiter ces ressources-là, qui sont l'une des bases de son économie. Et résoudre également le problème démographique, parce que le Rwanda, avec ce taux de croissance démographique, 500 habitants au kilomètre carré, il y a très peu d'espace, d'où la nécessité de trouver un autre espace à l'extérieur pour installer le surplus de la population. Et je vous rappelle que quand il y avait toute cette crise, quand Nicolas Sarkozy a pris le pouvoir en France en 2007, il a proposé ni plus ni moins qu'un redécoupage territorial, c'est-à-dire
un partage à nouveau des territoires en Afrique, c'est-à-dire qui aurait pu donner plus de territoires au Rwanda, mais le sacro-saint principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui avait été pris par l'OUA et qui continue sous l'Union africaine a fait en sorte que jusqu'à présent, cela n'a pas été possible. Donc, la création des emplois, des emplois à l'occasion de cette fabrication de smartphones est une très bonne chose pour le Rwanda parce que non seulement ça va booster le développement économique de ce pays, mais ça va aussi résoudre les problèmes du chômage qui est très latent dans ce pays. L'émission c'est Economy First sur Africa TV et nous parlons depuis une vingtaine de minutes des smartphones made in Rwanda avec Monsieur Simon Yefou sur le plateau. Alors je reviens vers vous, Monsieur Simon. En plus, pour résorber le problème de chômage, une fois que l'usine commencera à produire des smartphones, les utilisateurs paieront par tranche sur une période de 24 mois. N'est-ce pas là une très bonne politique du gouvernement Kagame pour faciliter l'accès des populations à ces smartphones et ainsi accroître l'amélioration du chiffre d'affaires de l'investisseur rwandais Assis Takea. Et effectivement, cette politique-là doit aussi être appréciée à sa juste valeur parce que si le Rwanda devient producteur de smartphones sur le continent africain, pour la première fois, un pays du continent va concurrencer les géants qu'on connaissait jusqu'à présent dans ce secteur-là. Vous vous rappelez des Nokia, des Apple, des Huawei, de LG, qui sont des sociétés étrangères qui fabriquaient ces smartphones et les vendaient sur le continent africain. Donc, si pour la première fois, un pays africain va être producteur et cette mesure de paiement par échelon, c'est aussi une manière pour concurrencer ces sociétés étrangères. Déjà, c'est presque la même méthode que Huawei a utilisée pour concurrencer les géants occidentaux de la téléphonie mobile par les prix, c'est-à-dire la qualité et surtout les prix. Ça veut dire que si le Rwanda veut concurrencer ces géants-là, il a l'occasion d'utiliser un plus, c'est-à-dire une politique différente de celle que les autres ont utilisée. Déjà le prix, parce que si les prix sont élevés, ça veut dire que les gens vont fuir ça pour acheter plutôt ce qui vient de l'extérieur. Et le paiement, la possibilité de payer par échéance ou bien par échelon est aussi très importante pour permettre au plus grand nombre d'acquérir ces outils essentiels de ce monde contemporain parce que c'est devenu tellement habituel qu'on ne peut plus s'en séparer. Mais il faudra, c'est une mesure de concurrence loyale que le gouvernement rwandais veut adopter pour essayer de contrer les géants de ce secteur qui ont plus d'un tour dans leur sac. Cela permettra au plus grand nombre, c'est-à-dire déjà de la population rwandaise et des autres populations du continent africain, parce qu'on ne doit pas seulement compter sur le marché, cette société ne doit pas seulement compter sur le marché rwandais, doit compter aussi sur le marché sous-régional d'Afrique des Grands Lacs, d'Afrique de l'Est et pourquoi pas de tout le continent africain. C'est le moment, plus que jamais, du nationalisme économique que nous, les panafricanistes, appelons de tous nos voeux. Je vous rappelle que les pays asiatiques, les tigres, les dragons, tout cela, qui sont parvenus à maîtriser le développement industriel copié sur l'Occident, ont d'abord usé du nationalisme économique. Le nationalisme économique consiste dans un premier temps à n'importer de l'étranger que ce que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. Or, malheureusement, l'une des choses qui freine l'économie du continent africain, c'est que parfois on part à l'étranger acheter des choses que nous fabriquons nous-mêmes, mettant ainsi en péril l'industrie locale qui n'a plus de débouchés. Et ces industries sont parfois
obligé de fermer boutique, laissant ainsi le champ libre aux grandes sociétés, aux grandes industries occidentales. Il est donc question pour cette jeune société rwandaise qui va commencer à fonctionner d'adopter des mesures, des mesures telles qu'elles puissent concurrencer avec les géants du secteur, telles qu'elles puissent vendre, convaincre les Rwandais et les autres Africains de consommer ce qui est made in Rwanda ou made in Africa, pour permettre aussi à ce continent de décoller sur le plan économique et rattraper les puissances industrielles qui sont les plus riches du monde. C'est donc la politique qui semble ici le levier de l'économie lorsque la ministre rwandaise des technologies de l'informatique, de la communication et de l'innovation, Paola Ingabire, affirme qu'elle doit travailler avec les entreprises de télécommunications pour trouver des moyens de réduire les prix d'utilisation d'Internet. Oui, vous savez que la politique et l'économie vont ensemble. Et je suis en train de me rendre compte que le modèle économique qu'a choisi le président Paul Kagame est beaucoup plus proche de celui de la Chine que celui des Occidentaux auxquels on était habitués jusqu'à présent. C'est-à-dire un véritable capitalisme d'État, parce que c'est l'État qui donne le ton aux entreprises privées qui doivent respecter les prescriptions gouvernementales. On a beau dire, vous entendez clamer haut et fort en Occident que le président Kagame est un dictateur, que les droits de l'homme ne sont pas respectés. On a fait tout récemment une émission sur la Chine. Je vous disais qu'en Chine, quand vous parlez de démocratie à l'occidental, on rit de vous. Quand vous parlez des droits de l'homme en Chine, on rit de vous parce que c'est souvent des éléments qui freinent le développement et ça amène un véritable désordre. Je vous ai parlé du complot occidental de la place Tiananmen en 1989 qui visait essentiellement à faire tomber la Chine en disant qu'il fallait démocratiser la Chine. L'expérience a montré que dans le monde contemporain, même dans le passé, que les pays qui ont réussi économiquement et sont enrichis ont été dirigés à un moment donné par des dictatures. Parce que c'est la dictature qui met de l'ordre dans un pays pour que les gens fassent exactement ce qu'on leur demande de faire. Généralement, quand le pays est démocratisé, ça donne le désordre. Et dans le désordre, ça devient le chacun pour soi. Et les gens en profitent pour voler, piller les caisses de l'État. Déjà en Chine, je vous disais que la corruption là-bas, quand vous surprend ou bien quand vous prend, c'est-à-dire en flagrant délit de corruption, parfois on peut vous tuer parce que la Chine a l'un des taux, c'est-à-dire pratique la peine de mort systématiquement. C'est ça qui a mis de l'ordre dans ce pays. C'est la même chose à peu près qui se passe au Rwanda. C'est pour cela que les Rwandais ont peur c'est-à-dire la corruption, les détournements de fonds publics, dont les gens essaient de faire la différence entre leurs propres poches et les caisses de l'État. Et c'est là l'un des symboles, l'une des clés de voûte de réussite économique de ce pays. C'est-à-dire que l'État imprime sa marque, essaie de mettre les entreprises privées au pas pour éviter le désordre, parce que dans le désordre, on ne peut rien réussir, on ne peut pas se développer sur le plan économique, on ne peut pas s'enrichir et également, on ne peut pas s'industrialiser, puisque je vous disais déjà une fois que c'est l'industrie qui permet aux États de s'enrichir. Et comme le Rwanda s'engage sur la voie de l'industrialisation, c'est une très bonne chose qu'il faille encourager. Et les autres pays africains, au lieu de passer leur temps à copier les mauvais modèles occidentaux, ont intérêt à copier un exemple qui vient de pas très loin du continent même, parce que toutes les organisations internationales, les organisations humanitaires, les organisations économiques internationales ont retenu que le Rwanda est le pays le mieux géré du continent africain et l'un des pays les mieux gérés du monde grâce à cette politique, cette alliance entre la politique et l'économie dans ce pays. Et pensez-vous que la réduction des prix
d'utilisation d'Internet qui est l'initiative de Paula Ingabire pourrait favoriser l'achat rapide de ces smartphones. Évidemment, Suzanne, comme je le disais tout à l'heure, il est question par ces mesures de concurrencer les grandes entreprises, les grandes multinationales qui jusqu'à présent se partageaient le champ de la production des smartphones. Voyez? Et si on ne met pas en place une politique, une sage politique pour les concurrencer, ces sociétés-là vont continuer à gagner, c'est-à-dire à garder leur monopole dans ce secteur. Et aussi, il est question que le Rwanda, tout à l'heure je parlais de la répartition de l'économie rwandaise par secteur, parce que jusqu'à présent, le Rwanda est à 32% un pays agricole, 52% un pays de services et seulement à 15% un pays industriel. Cette politique décidée par le pouvoir rwandais, c'est de grignoter, de permettre au secteur industriel de grandir, c'est-à-dire de devenir l'un des meilleurs secteurs de l'économie, c'est-à-dire que le pourcentage de l'industrie dans l'économie nationale aille au-delà de 15% pour permettre au Rwanda de s'industrialiser, c'est-à-dire de s'enrichir en ce moment-là, parce que les pays les plus riches du monde sont les pays les plus industrialisés. Et également, comme je l'ai relevé tout à l'heure, le Rwanda a à portée de main les matières premières qui sont nécessaires pour cette industrialisation. Ces matières premières, par exemple, la matière première essentielle pour les smartphones, c'est le coltan. Bon, le Rwanda produit un peu de coltan, mais c'est la République démocratique du Congo qui est le premier producteur et qui a les réserves mondiales de coltan les plus larges. Or, le Rwanda, je vous ai dit tout à l'heure que depuis 1994, une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo est contrôlée par des groupes, c'est-à-dire des groupes armés, parfois soutenus, très souvent soutenus par le Rwanda. Et ces groupes armés pillent pratiquement les ressources minières de la République démocratique du Congo qui se retrouvent au Rwanda, à Kigali, qui sont stockées là-bas avant d'être vendues à l'extérieur. Ça veut dire que la matière première est déjà là et il n'y a que le problème d'énergie, puisque le Rwanda souffre d'un problème criard d'énergie. Et il y a souvent des coupures d'électricité parce que, vu l'exiguïté du territoire, il n'y a pas assez de cours d'eau qui peuvent permettre de produire de l'hydroélectricité, d'où des soucis sur le plan énergétique. Mais donc, il y a la matière première, les sources d'énergie c'est ça qui peut un peu freiner cet essor industriel du Rwanda. Mais il y a les ressources humaines qui sont, je parle tout à l'heure de la formation, l'accent qui est mis sur la formation et également la qualité, c'est-à-dire la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements. C'est tout cela qui doit faire de ce pays un pays émergent et un exemple à copier pour le reste du continent, c'est-à-dire permettre à ce que les autres pays du continent s'engagent dans le nationalisme économique. Et aussi, je voulais aussi relever quelque chose, c'est-à-dire jusqu'à présent, malgré tous les efforts qui ont été faits par le pouvoir rwandais, la balance commerciale du Rwanda est encore largement déficitaire. Ça veut dire que les importations du Rwanda sont toujours largement supérieures aux exportations. Jusqu'à présent, les exportations du Rwanda, c'est le thé, c'est le café, et surtout ces produits agricoles et quelques ressources minières. Si le Rwanda devient un pays industriel, ça va accentuer ses exportations des produits industriels et réduire le déficit de la balance commerciale pour essayer de équilibrer la balance commerciale ou bien la rendre excédentaire en faveur de ce pays. Donc, toutes les mesures, toutes les initiatives économiques prises par le président rwandais sont à encourager. Et comme j'ai eu à le clamer depuis le début de cette émission, c'est un exemple à copier pour le reste des pays du continent africain.
Très bien, Monsieur Simon Yefou. Terminons donc notre programme avec cette dernière question. Euh, Fabriquer localement des téléphones intelligents et des véhicules qui répondent à la demande du marché africain est-il une très bonne chose pour le développement économique du continent? Bien sûr, Suzanne, encore que je me dis que ces fabrications, on va les tropicaliser en quelque sorte. Et ce sera une bonne réussite. C'est-à-dire, ce seront des produits qui seront fabriqués sur le continent africain selon les normes en vigueur sur ce continent. Parce que nous voyons souvent des choses importées qui ont été conçues pour les habitants de ce continent, qui se retrouvent dans le continent et qui sont inadaptés aux populations. Ça veut dire que les véhicules qui sont rassemblés au Rwanda et les smartphones qui seront fabriqués au Rwanda vont respecter certaines normes et leur distribution sur les marchés, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, cela va permettre de consommer africain, consommer rwandais, et cela va nous mettre à l'abri des importations qui très souvent vont c'est-à-dire rendre déficitaires nos balances commerciales. Et également, ce sera aussi l'occasion parce que cette modernisation, cette industrialisation du Rwanda va aussi impulser la modernisation au niveau de l'agriculture pour que le Rwanda ne soit plus aussi un grand importateur mondial des produits agricoles. Il y a eu l'une des dernières émissions où nous parlions du cacao, d'une matière première qui est devenue comme une malédiction pour les pays qui le produisent. Le Rwanda est aussi un grand producteur de café et de thé, mais c'est des produits qui subissent les aléas des cours sur le marché international avec la détérioration des termes de l'échange. C'est donc l'occasion, à un moment donné, je crois que le président rwandais, tel que nous le connaissons, à un moment donné, quand il va se rendre compte que des dégâts que ces matières premières commettent à l'économie, il ne tardera pas à changer, à faire un virage à 180 degrés pour demander aux Rwandais de produire ce qu'ils peuvent consommer au lieu de produire ce qu'ils ne consomment pas et d'importer ce qu'ils peuvent consommer, c'est-à-dire produire ce qu'on ne consomme pas et qu'on vend plutôt à l'étranger pour importer ce qu'on consomme et qu'on ne produit pas. Cela. Merci, Monsieur Simon Yefou, d'avoir participé à la production d'Economy First de ce jour. Chers téléspectateurs, voilà qui met un terme à cette édition d'Economy First sur Africa TV. Retrouvons-nous prochainement, certainement pour une nouvelle production. Je vous remercie et bonne journée à vous.